Bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui pour ce webinaire à destination des maîtres d'apprentissage. Tout d'abord, nous allons nous présenter et ensuite nous allons commenter le support que vous allez voir à l'écran. Il faut savoir qu'on aura deux personnes aussi qui sont modérateurs et qui pourront répondre à vos questions. Sinon, nous prendrons un temps d'échange à la fin de ce webinaire. Donc, je me présente, je suis Christelle Ribera et je suis la responsable du service administratif. Donc, au niveau du CFA, c'est le service qui s'occupe de l'édition des contrats d'apprentissage. Bonjour, Céline Alignan, je suis chargée de développement. Donc, pareil, je fais partie du service développement qui s'occupe, lui, on le verra un petit peu en détail après, de tout ce qui se passe avant la mise en place du contrat. Je voudrais juste simplement m'assurer avec vous que vous nous entendez bien et que vous nous entendez bien, surtout. Si jamais vous avez des soucis de son ou d'image, on vous conseille de changer de navigateur. Parfois, ça solutionne le problème. Bon, ben c'est parfait. Alors, si tout fonctionne, nous allons commencer. Donc, c'est pour vous remettre un petit peu dans le contexte. Qui sommes-nous? Donc, nous sommes le CFA régional de l'enseignement supérieur Sud-de-France, qui a été créé au 1er janvier 2015 par la volonté de plusieurs établissements, donc l'Université de Montpellier, l'École nationale supérieure de chimie, l'Université de Nîmes, l'Institut Agro, l'Université de Perpignan Via Domitia et l'Université Paul Valéry. Il faut savoir qu'à la création du CFA, nous avions à peu près 1200 apprentis. Et en 2023-2024, nous avons maintenant plus de 4300 apprentis. Donc, le CFA de l'enseignement supérieur est représenté sur tout l'ancien Languedoc-Roussillon, donc la région Occitanie-Est. Nous avons des formations qui vont de Mende jusqu'à Perpignan avec différentes composantes des universités. Au niveau des parcours de formation, nous avons des formations qui commencent en BUT. Donc, les BUT, je le précise, c'est les anciens DUT. Donc, nous avons des DED, des diplômes d'État, des DCG. Donc, ça, c'est tout ce qui est la partie comptable, des licences professionnelles, des licences générales, des masters, des diplômes nationaux d'œnologie, des diplômes d'ingénieur. Donc, le CFA s'occupe uniquement des apprentis dans l'enseignement supérieur. Et nous sommes représentés dans différents secteurs d'activité. Je ne vais pas tous les énumérer, mais voilà quelques exemples: droit, banque, logistique, génie biologique, construction. Donc, au niveau du CFA, il y a différents services. Donc, il y a d'abord le rôle du service développement de l'apprentissage. Je vais peut-être laisser présenter si tu veux, dont je fais partie. Voilà. Au niveau du service, on assure toute la partie sensibilisation et promotion de l'apprentissage, tant au niveau des candidats que des employeurs potentiels. Et on est en appui et en conseil sur les différents acteurs. Le service est composé d'un responsable et de 5 développeurs. La répartition de toute l'offre de formation se fait en général par composante qui représente les différents partenaires. Pour nos principales missions, participer et organiser des événements à destination des candidats et des entreprises, fidéliser et développer des liens avec les acteurs de l'apprentissage et accompagner de manière individuelle ou collective les équipes pédagogiques, les employeurs et les candidats. Et donc, le rôle du service gestion des formations, donc c'est un service qui assure la gestion administrative des contrats d'apprentissage, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il est animé par une responsable, donc moi-même, et il y a également 9 gestionnaires. Donc, c'est pareil, les gestionnaires du CFA ont une répartition par portefeuille de formation. Et donc, les missions principales de notre service sont le suivi administratif des formations, l'accueil et l'inscription des apprentis, le conseil aux apprentis sur les formalités à accomplir, le suivi de la vie de ce contrat, donc les visas, l'assiduité notamment. On informe aussi les apprentis de leurs droits et devoirs et des règles. Et petite précision, donc nous sommes un CFA dit hors mur, ça veut dire que le CFA n'intervient pas dans la construction pédagogique des formations. Donc tout ce qui est calendrier de l'alternance, les cours et tout ça, notre CFA ne s'occupe pas de cette partie-là, c'est directement dans les universités et les composantes plus précisément
que sont construits toute la partie pédagogique. Au niveau des actualités de l'apprentissage, donc depuis le 1er janvier 2022, donc le CNFPT, Centre national de la fonction publique territoriale, il prend en charge 100% au niveau du financement des contrats d'apprentissage pour les employeurs du secteur public territorial. Au préalable, il faut que l'employeur ait demandé au CNFPT un accord pour pouvoir avoir cette prise en charge. Attention, c'est vrai que cette année, il y a eu tellement de demandes que malheureusement, tous les contrats n'ont pas pu avoir de financement par le CNFPT. Donc, cela veut dire que les employeurs publics territoriaux ont pour certains contrats dû faire le financement par leur propre collectivité. Ensuite, il y a une aide exceptionnelle à l'embauche d'un apprenti. Donc, ça, c'est pour plutôt les employeurs privés de 6 000 €. Cette aide a été prolongée et elle est délivrée par l'ASP. Donc, l'ASP, c'est quoi? C'est l'Agence de services et de paiement. Et ensuite, au niveau des facturations, des frais, des coûts de formation, il faut savoir que pour les employeurs publics, la facturation du coût s'effectuera à l'issue des contrats. Donc, si vous avez des contrats sur plusieurs années, sur chaque année, il y aura une partie qui sera imputée. Concernant les aides aux apprentis, pour faire un petit point là-dessus, il faut savoir que les apprentis peuvent bénéficier d'une réduction de 3 € sur la formule du Crous. Donc, la formule du Crous est en général à 3,30 € et avec la réduction, ils peuvent payer uniquement 30 centimes leur repas. Donc, le repas est donc forcément pris soit en restaurant universitaire, soit dans les cafétérias du Crous. Cette réduction, elle est valable une fois par jour et pendant la formation, c'est-à-dire que si sur l'entreprise, ils n'ont pas droit à cette prise en charge. Et cette aide, surtout, ne concerne pas les apprentis du secteur public. Donc, tous les apprentis qui ont des contrats dans la fonction publique, que ce soit État, territorial ou hospitalière, malheureusement, ils ne sont pas soumis à cette aide, puisqu'il faut savoir que cette aide est versée par les opérateurs de compétences. Que l'aide ne concerne pas, bien entendu, les repas qui sont pris sur le temps en entreprise. Et aussi, elle ne concerne pas les sites et lieux de formation n'ayant pas de cafétéria universitaire. Donc, les différents sites éligibles à cette aide, les apprentis peuvent les retrouver sur le site internet du CFA. Alors, je vais prendre le relais sur la première partie, enfin deuxième partie plutôt de la présentation, sur tout ce qui est lié à la pédagogie de l'alternance et le rôle du maître d'apprentissage. Tout d'abord, pour refaire un petit peu un cadre réglementaire, pourquoi vous avez été désigné ou du moins vous êtes proposé en tant que maître d'apprentissage? Parce que c'est prévu dans le Code du travail. Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail particulier qui permet à un apprenti d'avoir un double statut. Il est à la fois étudiant puisqu'il prépare un diplôme, mais avant tout salarié d'une entreprise à part entière. Et il a les mêmes droits et les mêmes devoirs que tous les autres salariés de l'entreprise. La structure qui accueille donc un apprenti doit désigner un maître d'apprentissage qui doit remplir certaines conditions de compétences, soit être titulaire du diplôme que prépare l'apprenti et justifié d'1 an d'expérience professionnelle dans le même domaine que celui qui est visé par le diplôme, ou posséder une expérience d'au minimum 2 ans en rapport avec la qualification visée par l'apprenti. Depuis les dernières versions des CERFA de contrat d'apprentissage, il est possible de désigner 1 ou 2 maîtres d'apprentissage et toute modification de maître d'apprentissage au cours du contrat, dans la vie du contrat, soit si c'est une personne qui quitte la structure ou un changement de mission qui est amené à ce que ce soit un nouveau maître d'apprentissage qui encadre l'apprenti, il faut savoir qu'il faut faire un avenant au contrat, puisque les noms sont précisés sur le CERFA, et nous signaler bien entendu aussi cette modification pour qu'on puisse ouvrir les droits sur le STUDEA, donc le livret d'apprentissage au nouveau maître d'apprentissage. Un même maître d'apprentissage peut suivre au maximum 2 apprentis et un redoublant. Donc, c'est limité également, par raison un petit peu logique d'avoir du temps à consacrer dans l'encadrement de l'apprenti. Et il est également prévu de pouvoir constituer une équipe tutorale, c'est-à-dire désigner au sein de la structure, en plus du maître d'apprentissage, d'autres personnes qui seront amenées à encadrer et à suivre l'apprenti au cours de son contrat.
Par contre, le maître d'apprentissage restera le référent au niveau de l'équipe pédagogique et du CFA, et ce sera le seul qui aura un accès au niveau du livret pour saisir entre autres les évaluations de l'apprenti. Sachez que si vous avez des questions sur toutes ces modalités-là, sur le rôle du maître d'apprentissage, sur toutes les généralités, les droits et les devoirs de l'apprenti, le CFA a constitué une foire aux questions sur le site internet qui permet de vraiment compléter ce qu'on va pouvoir aborder ensemble sur le webinaire et qui appuie bien aussi sur le rôle du trinôme que vous constituez, vous, maître d'apprentissage, le tuteur pédagogique qui est le pendant côté formation et l'apprenti. La rupture de contrat, qui malheureusement est quelque chose qui peut intervenir aussi. Donc, on a repris les différents cas de rupture de contrat qui peuvent exister. Le premier cas, c'est la rupture pendant la période d'essai, où on ne compte que les jours en entreprise travaillés, qui doivent être de moins de 45 jours. Cette rupture est la seule qui peut être enfin, pas la seule, mais qui peut être unilatérale de votre part ou de la part de l'apprenti et qui peut intervenir du jour au lendemain. Il peut y avoir ensuite une rupture en commun accord entre les deux parties. Donc, dans ces cas-là, vous vous mettez d'accord sur une date de fin de contrat. Et il peut y avoir aussi une rupture à l'initiative de l'apprenti. Dans ce cas-là, il doit avoir un suivi, une procédure bien particulière. Il doit avoir d'abord sollicité un médiateur consulaire pour lui faire part de son souhait de rompre son contrat. Il doit ensuite informer l'employeur de son intérêt, de son souhait de rompre dans un délai de 5 jours après la saisie du médiateur. Et enfin, la rupture ne pourra être effective que 7 jours après avoir informé son employeur. Dernier cas qu'on peut aussi rencontrer, qui est très très rare bien entendu, c'est une exclusion de l'apprenti du CFA s'il a eu des manquements, des agissements qui ont été préjudiciables dans sa formation. La procédure qui sera mise en place sera la suivante. Tout d'abord, la mise en place d'un conseil de discipline qui va décider de l'exclusion de l'apprenti. Dans ce cas-là, soit l'employeur souhaite, lui, conserver l'apprenti et va devoir faire une démarche pour trouver un nouveau CFA pour réinscrire l'apprenti dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, si l'employeur n'a pas trouvé un autre établissement, le contrat sera rompu. Et le deuxième cas, c'est si l'employeur suit l'avis du CFA qui a exclu l'apprenti, lui aussi peut mettre un terme au contrat à la date de l'exclusion. Tout ce qui est lié à la situation de handicap ou de difficulté de santé, alors c'est pour vous attirer un peu votre attention sur l'accompagnement qu'on peut proposer si aujourd'hui vous avez connaissance que vous accompagnez un apprenti qui est en situation de handicap. Ben, il y a des référents au sein de l'université et du CFA qui sont là pour accompagner autant côté apprenti que côté entreprise s'il y a besoin d'aménagement. Donc, est précisé là sur la slide l'adresse générique des personnes qui sont référents au niveau du handicap. Et vous aider aussi dans tout ce que je vous disais, dans l'aménagement possible du contrat, donc les aides dont peuvent bénéficier les employeurs, des aménagements de poste, voilà, des achats de logiciels particuliers pour aider l'apprenti, s'il y a bien entendu une reconnaissance de travailleurs handicapés. Une difficulté de santé qui interviendrait aussi au cours du contrat et qui mettra en difficulté l'apprenti. Ces personnes-là, référentes en lien avec le handicap, sont aussi votre porte d'entrée et la porte d'entrée de l'apprenti si ils ont besoin que des choses particulières soient mises en place. On va passer maintenant aux missions du maître d'apprentissage. Là aussi, c'est réglementé par le Code du travail. Le maître d'apprentissage a vraiment pour mission de contribuer à l'acquisition par l'apprenti dans l'entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au diplôme préparé
en liaison avec le centre de formation. Cette première partie explique pourquoi, avant la mise en place du contrat, le CFA exige qu'il y ait les missions qui soient écrites et validées par le responsable pédagogique. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un lien le plus étroit possible entre ce que l'apprenti va acquérir en formation et les compétences qu'il va apprendre en entreprise. Alors, les 4 principales missions du maître d'apprentissage, c'est bien sûr d'abord l'accueil et l'intégration de l'apprenti, contribuer à sa formation, l'accompagner et évaluer sa progression professionnelle. Donc, on va zoomer un petit peu sur ces 4 points-là. Donc, dans le premier, accueillir et intégrer l'apprenti, qui intervient peut-être pour vous un petit peu tardivement, mais c'est pour nous une étape essentielle puisque ça va vraiment conditionner tout le processus d'apprentissage par la suite. On sait tous que le premier contact qu'on va avoir va nous donner une idée, une image. Et pour accompagner les maîtres d'apprentissage, on vous propose d'essayer de vous rappeler comment vous avez été accueillis dans votre ou vos emplois et qu'est-ce qui vous a marqué, qu'est-ce que vous avez apprécié et qu'est-ce que par contre vous n'avez peut-être pas apprécié pour essayer de répondre au plus juste à l'accueil de votre apprenti. Donc voilà un petit peu des idées au niveau de l'accueil et de l'intégration. Dois-je lui faire visiter les locaux si c'est une grande structure avec les différents services, les lieux de vie, de restauration? Comment l'intégrer au mieux à l'équipe dès son arrivée? Un petit déjeuner, voilà, je ne sais quoi. Combien de temps dois-je prévoir pour l'accueil en fonction, pareil, des personnes et de la taille de la structure dans laquelle il va travailler? L'entreprise a-t-elle déjà des documents liés à l'accueil pour les autres salariés qui peuvent être utilisés aussi pour l'apprenti? Quel support est-il nécessaire de lui donner lorsqu'il arrive? Par exemple, peut-être une copie de son contrat de travail, d'autres documents pour pouvoir prendre son poste, un badge, des notes, voilà, différentes choses. Comment vérifier que l'apprenti a bien vécu son accueil? C'est-à-dire peut-être prévoir une semaine ou 2 après de débriefer avec lui sur l'accueil qu'il a eu et s'il y a eu des choses qui lui ont manqué pour pouvoir bien prendre son poste, qui ne serviront bien sûr pas sur cet apprenti-là, mais qui peuvent vous servir par la suite pour les nouveaux accueils. Et dois-je faire un compte rendu de cet accueil? Encore une fois, pour laisser une trace et pour peut-être servir au prochain. La deuxième mission du maître d'apprentissage, ça va être contribuer à la formation de l'apprenti. Donc, vraiment arriver à faire un lien le plus étroit possible entre les acquisitions en formation et les compétences que vous allez lui apporter au fur et à mesure. Je vous rappelle que la finalité d'un contrat d'apprentissage, c'est l'obtention d'un diplôme, la meilleure connaissance d'un métier et l'acquisition d'une expérience professionnelle. Et tout ça ne peut bien fonctionner que si les 3 acteurs qui interviennent sont en lien très régulier. Donc ce trio dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'est le ou les maîtres d'apprentissage, le tuteur pédagogique et l'apprenti. Pour pouvoir bien faire également bien contribuer à la formation, connaître le contenu de la formation et les principales lieux qui vont être dispensés à l'apprenti, connaître et respecter le calendrier d'alternance, donc anticiper aussi les départs et les retours de l'apprenti sur les missions que vous allez lui donner, échanger régulièrement avec le tuteur pédagogique sur les missions, sur la progression, sur le sujet de mémoire, à l'aide entre autres du Studéa, qui est vraiment l'outil sur lequel il faut que vous vous appuyez, qui vous sera présenté par Christelle tout à l'heure, suivre son assiduité et ses résultats en formation. Alors, les résultats, ce ne sera pas des choses qui vous seront communiquées directement, mais par contre, vous pouvez vous intéresser et demander à votre apprenti si il a eu des évaluations ou quelles ont été les notes qu'il a obtenues. Et contribuer à la bonne acquisition des connaissances et des compétences pour l'obtention du diplôme, l'aider à améliorer ses performances, à acquérir les savoir-faire essentiels et également à gagner en autonomie. Au niveau de l'accompagnement,
l'idée, c'est d'arriver à trouver la bonne relation avec l'apprenti en étant ni trop proche, ni trop éloigné pour qu'il y ait une relation de confiance qui se mette en place et que s'il y a quelque chose à un moment donné qui ne va pas, vous comme lui, vous n'ayez pas de gêne et la facilité de pouvoir communiquer et de pouvoir remédier éventuellement aux difficultés rencontrées. Donc pour ça, définir des moments de rencontre et convenir de rendez-vous assez réguliers avec l'apprenti. Ce qu'on vous conseille souvent, c'est de prévoir un rendez-vous avant qu'il parte en formation pour faire un point sur la période d'entreprise qui vient d'avoir lieu et également à son retour du temps de formation pour que lui vous fasse un retour sur ce qui s'est passé au niveau des enseignements et que vous puissiez recaler éventuellement s'il y a des choses qui ont été importantes, des choses qui ont été modifiées par rapport à ce qui avait été prévu au départ, que l'apprenti soit pas perdu et qu'il puisse recaler en fonction des changements qui se sont opérés pendant son absence. Instaurer du dialogue, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure, il est plus facile de parler de situations conflictuelles ou délicates lorsqu'on a déjà l'habitude d'échanger et de communiquer, ou c'est plus difficile de venir quand c'est la première fois qu'on a besoin de venir dire quelque chose. S'intéresser à la formation, dialoguer autour des contenus pour adapter éventuellement la progression professionnelle et pour pouvoir aussi peut-être donner un coup de main. Des fois, ça arrive, on a déjà vu certains tuteurs qui refaisaient un peu de maths ou refaisaient, aider l'apprenti aussi sur des notions qu'il avait des difficultés à acquérir en enseignement. Et également inciter l'apprenti à écrire. On se rend compte qu'aujourd'hui, ça devient plus compliqué pour les étudiants de prendre des notes, de vraiment écrire un peu comme un journal de bord les différentes activités qu'ils font pour leur faire prendre conscience que ça peut pouvoir être des choses qui vont pouvoir leur servir déjà dans leur rapport d'activité et aussi leur permettre de mieux cibler les compétences qu'ils ont acquises, les choses sur lesquelles ils sont à l'aise et les difficultés aussi qu'ils ont pour pouvoir, bien entendu, par la suite progresser. Pour être un bon maître d'apprentissage et pour pouvoir bien accompagner, il y a la notion de motivation qui va intervenir aussi et qui va être indispensable dans tout le processus d'apprentissage et dans la démarche d'intégration. C'est d'ailleurs pour ça que c'est beaucoup mieux qu'un maître d'apprentissage ait fait le choix d'accompagner un apprenti plutôt qu'il soit désigné. Parce qu'en général, quand on se propose, c'est qu'on a envie et qu'on est donc motivé. Quand c'est imposé, c'est un peu plus délicat et la relation est souvent entachée quand ça a été planifié de cette façon. Alors, des différents leviers de motivation, on va rencontrer satisfaire le besoin de sécurité, avoir l'impression pour l'apprenti, bien entendu, que son travail est utile dans l'entreprise, favoriser le sentiment d'appartenance en impliquant en plus de ses tâches professionnelles dans toute la vie de l'équipe et de l'entreprise, répondre aux besoins de considération, favoriser les réussites et demander l'avis, traiter son apprenti avec équité, comme sont traités tous les autres salariés de l'entreprise, et favoriser l'autonomie et encourager la progression. Voilà, lui donner envie d'être force de proposition et de lui montrer qu'on tient compte de ce qu'il a proposé. Et enfin, le levier le plus important, c'est que pour être motivant, il faut être soi-même motivé et avoir envie donc de passer ses savoirs et de faire grandir cet apprenti que vous avez encadré. Le dernier point, ça va être l'évaluation de l'apprenti qui va intervenir en 3 temps. Il y aura bien sûr eu, et si vous avez participé aux entretiens, une évaluation diagnostique pour arriver à cibler déjà les prérequis qu'a l'apprenti, ce qu'il connaît déjà par rapport à ce que vous voulez lui apporter pour qu'il ait déjà une base de connaissances et des tâches sur lesquelles il pourra être autonome dès son arrivée. Une évaluation formative qui va permettre d'identifier les progrès, les lacunes et les causes éventuelles de difficultés qu'il aura rencontrées. Donc ça sera notifié sur le livret électronique Studéa.
Et cette phase ça peut être intéressant que vous fassiez une évaluation et que de son côté, l'apprenti fasse lui aussi la même évaluation, donc en auto-évaluation, et que vous puissiez par la suite confronter vos points de vue pour voir si vous êtes en phase ou s'il y a des décalages sur certains points et pouvoir faire un retour, un feedback à l'apprenti pour lui dire toi, tu te positionnes là, mais moi, je te vois plutôt à ce niveau-là et lui expliquer les raisons de la différence. Et la dernière phase d'évaluation, elle interviendra à la fin de la formation, avant la diplomation. Donc, on appelle ça une évaluation certificative, où l'avis de l'entreprise peut faire partie de la note, d'une note qui sera prise en considération sur la note finale au niveau du diplôme. Nous allons passer du coup à la présentation du livret Studéa. Donc, Studéa, c'est quoi? C'est le livret qui va permettre de faire le suivi de votre apprenti tout au long de ces années de contrat d'apprentissage. Donc, pour se connecter à Studéa, vous pourrez retrouver sur la slide présente le lien de connexion. Je vais y revenir après, mais je vais vous dire, si vous n'avez pas reçu vos identifiants, comment vous allez pouvoir les obtenir. Donc, pour commencer, le livret numérique d'alternance Studéa, c'est quoi? C'est un livret qui est 100% web. Il va permettre de faire le suivi et l'évaluation de l'apprenti via cette interface. Cette plateforme en ligne renforce et dynamise les liens entre les 3 acteurs du trinôme qui sont du coup les apprentis, les tuteurs et les maîtres d'apprentissage. Il va permettre également de suivre en temps réel l'avancée des missions réalisées et des compétences acquises par l'apprenti, aussi bien en entreprise qu'en centre de formation. Donc, comment recevoir ces informations de connexion? Dès l'ouverture de la campagne des livrets numériques, donc pour notre CFA qui intervient entre le 15 septembre et le 30 septembre de l'année en cours, l'envoi des identifiants est automatique, donc pour l'apprenti et pour vous, maître d'apprentissage. Donc, si vous avez bien été désigné sur le contrat maître d'apprentissage, c'est vous qui allez recevoir les informations de connexion. En cas de non-réception de ces informations, du coup, il faut vous rendre sur la page HTTPS, donc la page que vous pouvez retrouver sur la slide. Il faudra cliquer sur « Je n'arrive pas à m'identifier ». Vous allez renseigner votre adresse mail et ainsi, vous allez pouvoir recevoir votre lien de connexion. Dès lors que vous avez reçu vos informations de connexion, vous pouvez rentrer votre identifiant et votre mot de passe. Et une fois renseigné ces informations, vous allez pouvoir rentrer sur le livret de votre apprenti. Donc, dès lors que vous vous êtes connecté, vous allez voir tout un ensemble d'informations. Tout en haut, on pourra retrouver les membres du trinôme, à savoir l'apprenti à gauche, le tuteur pédagogique au milieu et à droite, vous, maître d'apprentissage. Vous aurez accès à un bandeau noir. Donc là, c'est les informations qui concernent la formation et l'année universitaire de la formation, avec la composante et l'université de rattachement. Ensuite, on peut retrouver un menu, le menu du trinôme, comme on l'appelle, avec différentes actions que nous allons voir tout à l'heure, juste après ça. Au milieu se trouvent les différents questionnaires pour lesquels vous allez sûrement apporter des informations. Il faut savoir que le CFA parfois diffuse des actualités, donc c'est au-dessous de ces questionnaires que vous pouvez retrouver l'ensemble des actualités que nous diffusons, et notamment, comme aujourd'hui, le webinaire. Et ensuite, nous mettons aussi également donc des documents à destination des apprentis, de vous, maître d'apprentissage, que vous pourrez retrouver à droite dans le document CFA. Donc, comment nous pouvons lire ce fameux tableau de bord? Donc, qui doit remplir et ou signer le questionnaire? Donc, A, cela veut dire alternant, donc apprenti. Le petit T, c'est le tuteur, donc tuteur pédagogique, tout ce qui est la partie vraiment en cours. Et MA, donc c'est vous en tant que maître d'apprentissage. Donc, sur ce tableau de bord, on va pouvoir lire la date d'ouverture et de fermeture de ces différents questionnaires. Donc, sur chaque questionnaire, sur la gauche, se trouve un petit i. Si vous le survolez, vous pourrez voir du coup les dates d'ouverture et de fermeture de ces différents questionnaires par profil, parce qu'il se peut que les dates soient différentes pour l'apprenti que la vôtre, par exemple. Et ensuite, au niveau des symboles qui se trouvent dessous, donc le sablier, il représente un questionnaire qui est ouvert à la saisie ou pour validation.
Donc, s'il est ouvert, c'est qu'il doit être complété par la personne associée par le petit icône. Donc, si dessous votre MA, il y a un sablier, c'est que vous allez devoir mener une action pour ce questionnaire. Ensuite, on peut retrouver un cadenas cela veut dire que le questionnaire n'est pas encore ouvert ou il a été bloqué parce que l'échéance a été dépassée. Donc, dans ces cas-là, si c'est le cas, vous pourrez envoyer un mail à l'assistance Studia qu'on verra à la fin de cette présentation, ou soit à voir avec l'apprenti pour qu'il fasse part au responsable pour débloquer le questionnaire. Et quand le questionnaire a été validé par les différentes parties, il sera représenté par un petit check vert. Donc, nous allons voir maintenant les différents questionnaires. Donc, les livrets Studia sont chargés avec les questionnaires qu'on appelle type CFA. Donc, ces questionnaires comprennent 2 règlements assignés par les apprentis. Donc, un règlement intérieur du CFA qui sera assigné lors de la première connexion par l'apprenti. Ensuite, si l'apprenti est soumis à un dispositif de pointage, il doit obligatoirement attester et signer le règlement de la pointeuse. Et pour les apprentis qui sont en formation en EAD, donc les formations à distance, il existe également un questionnaire qui devra être signé par vous, maître d'apprentissage, afin d'indiquer où le jeune va réaliser ses enseignements. C'est-à-dire que les enseignements à distance peuvent être réalisés au domicile du jeune, soit en entreprise ou possiblement chez lui et en entreprise. Donc ça, c'est vous, maître d'apprentissage, qui devrez répondre à ce questionnaire. Donc ensuite, il y a 4 fiches de suivi. Donc la première, c'est l'entretien d'installation. Ensuite, on a une fiche d'évaluation à compléter par le tuteur pédagogique, une autre qui sera complétée par le maître d'apprentissage et ensuite une fiche bilan. Donc l'entretien d'installation, c'est quoi? Donc c'est le premier entretien d'évaluation. Il doit avoir lieu normalement dans les 2 mois qui suivent la date de début de contrat. Il va permettre d'aborder l'environnement et les conditions de travail de l'apprenti, son encadrement direct, les missions prévisionnelles et les objectifs à atteindre et ainsi déterminer un calendrier de progression. Ensuite, nous allons retrouver une fiche d'évaluation qui sera complétée par le tuteur académique. Donc, cette fiche, elle est renseignée, comme son nom l'indique, par le tuteur dans le courant de l'année, en lien, bien entendu, avec vous, maître d'apprentissage. Donc, le maître d'apprentissage et l'apprenti en prendront connaissance et le cas échéant, vous pourrez faire des commentaires. Cette fiche, elle a pour objectif de faire un point sur la conduite des missions en entreprise. Ensuite, il y a la fiche d'évaluation du maître d'apprentissage, donc qui sera complétée par vous. Elle va permettre d'évaluer l'apprenti sur ses qualités professionnelles et notamment sur l'acquisition de ses compétences en entreprise. Elle va vous permettre de passer en revue donc les savoir-être, les savoir-faire et de faire une évaluation dans sa mission professionnelle. Ensuite, en dernier lieu, il y a la fiche bilan de la formation. En général, cette fiche est à compléter avant la soutenance ou avant les examens terminaux. Elle va permettre de revenir sur les tâches réalisées par l'apprenti et de faire la synthèse donc des savoirs, savoir-faire et savoir-être et de laisser une appréciation globale sur l'apprenti. La fréquence de cette fiche est à raison d'1 fois par année. Donc, si votre apprenti a plusieurs années de contrat, en général, il convient de la faire 1 fois dans l'année. Et donc, cette fiche, elle est conjointement établie par le tuteur pédagogique et le maître d'apprentissage. Alors, toutefois, si quand vous vous connectez à votre livret, vous ne voyez pas cette structure de livret, c'est normal parce que certains responsables ont fait le choix de personnaliser leur questionnaire et peut-être probablement que vous allez retrouver d'autres questionnaires. Donc, ne soyez pas étonnés et c'est normal du coup de voir d'autres questionnaires que cela. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment vous allez pouvoir prendre l'outil en main. On va voir comment on peut consulter les missions qui ont été confiées au démarrage du contrat, comment il est possible de consulter et signer un questionnaire, déposer des documents, accéder à sa fiche personnelle, avoir les données du contrat, consulter les pointages, consulter la liste des absences et on va faire un petit point sur le contrôle des présences.
Donc, lorsque le contrat a démarré chez nous, une personne de la RH ou même probablement vous avez mis une fiche mission ou une fiche de poste à destination du responsable qui a été validée puisque le CERFA et la convention a été éditée. Vous pourrez retrouver les missions dans la partie qui se trouve dans le menu du Trinome en vous rendant sur Mission. Vous retrouverez du coup les missions qui ont été confiées à l'apprenti qui vont vous servir justement pour faire l'entretien. Par exemple, si les missions au final ne correspondent plus, il faudra bien entendu les revoir avec le tuteur pédagogique pour remanier ces missions et faire en sorte qu'elles correspondent aux attentes de la formation. Comment maintenant on va voir pour consulter, compléter et signer un questionnaire. Donc, il faut se rendre dans le questionnaire en question. Par exemple, si vous devez faire le premier questionnaire, donc c'est l'entretien d'installation, il faut cliquer sur le nom de ce questionnaire. Vous allez du coup devoir le renseigner si besoin, parce que souvent, c'est vrai que l'entretien d'installation est fait en collaboration avec le tuteur, parce que la visite, normalement, elle doit être initiée par le tuteur pédagogique. Donc, vous devez avoir eu un rendez-vous avec lui et parfois, certains complètent à votre place. Donc, pour certains, vous allez devoir le compléter et pour d'autres, c'est le tuteur pédagogique qui l'aura fait pour vous. Une fois que vous serez d'accord et vous serez entendu sur les informations à indiquer, vous allez vous rendre en bas du questionnaire pour le finaliser. Donc, si vous l'enregistrez en brouillon, ça va vous permettre de le remplir en plusieurs fois potentiellement et de revenir dessus si vous souhaitez apporter des modifications. Si vous l'enregistrez et le partagez, du coup, ça va permettre que les différentes parties, donc l'apprenti et le tuteur, puissent vérifier ce que vous avez mis. Et ensuite, si vous l'enregistrez et le signez, là, vous ne pouvez plus revenir dessus. Ça veut dire que vous avez validé le questionnaire et que pour vous, il est OK et il peut être diffusé et signé par les autres parties. Vous avez également la possibilité dans ce livret de déposer des documents qui pourront être à destination uniquement de votre apprenti ou par exemple du tuteur. Donc, il faut se rendre dans le menu toujours du Trinome, se rendre dans Échange de documents. Vous allez indiquer un nom à ce document. Vous allez télécharger ce fichier. Vous allez cocher les droits pour les personnes pour lesquelles vous souhaitez qu'il soit diffusé. Et ensuite, selon le type de document, vous pouvez associer ce document au livret du jeune. Ça veut dire qu'à la fin de son année, le jeune, s'il le souhaite, il peut télécharger l'ensemble de ce livret. Et si ce document est important, il convient du coup de l'associer à ce livret. Donc, il faudra cocher oui. Et ensuite, vous cliquez sur enregistrer pour le diffuser à l'ensemble des personnes que vous souhaitez. Vous avez également accès à votre fiche personnelle. Donc, cet accès est pas en écriture, mais seulement en lecture, parce qu'il faut savoir que les données proviennent de notre base de données. Donc, si vous souhaitez apporter des modifications, il faudra passer par l'adresse d'assistance que nous verrons à la fin de cette présentation. On a également la possibilité de voir les données du contrat d'apprentissage, de vérifier que tout est en corrélation avec ce qui a été acté dès le début. Donc, ces données, vous pourrez vérifier le nom de votre structure, la date de début et de fin du contrat. La durée du contrat, alors, c'est vrai que c'est mal indiqué parce que ça n'est pas la durée du contrat au final qui apparaît, c'est la durée de la formation. C'est-à-dire que si votre jeune rentre en master, la durée du master est en général sur 24 mois, vous aurez du coup la durée qui sera indiquée. Donc, cette information est obsolète. Vous allez retrouver votre nom, notamment l'email, votre téléphone et l'adresse de la structure d'accueil du jeune. Donc, c'est pareil, ces données sont uniquement en lecture. S'il y a des modifications à faire, il faudra du coup probablement faire un avenant au contrat d'apprentissage. Parce que pour toute modification au contrat, et notamment concernant le maître d'apprentissage, il faut faire un avenant au contrat. Donc, tous les apprentis, une partie des apprentis sont soumis à un dispositif de pointage. Et donc, pour tous les apprentis qui sont concernés par ce dispositif, vous pourrez retrouver les pointages. Donc, toujours via le menu du Trinome, il faudra cliquer sur « Relever des pointages ». Par défaut, vous aurez accès à l'ensemble des pointages. Si vous souhaitez les vérifier pour un mois donné,
il faudra renseigner la date de début et la date de fin et vous allez retrouver l'ensemble de ces pointages. En cas d'anomalie, cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'apprenti il a effectué un nombre impair de pointages. Il n'est malheureusement pas possible pour notre CFA de rectifier ces anomalies. Le jeune, dans ces cas-là, nous avons déjà communiqué avec eux sur les procédures. Hein. Ils doivent ce jour-là faire une feuille d'émargement. Donc, les modèles se trouvent dans le livret Studéa. Faire contresigner la feuille par l'enseignant et aller injecter cette feuille dans le livret en tant que justificatif d'absence pour prouver que ce jour-là, il a bien été en cours. Vous avez également la possibilité de consulter les absences. Il faut savoir que chaque apprenti doit, peu importe le dispositif pour lequel il est soumis, ils doivent déposer leur justificatif d'absence dans Studéa, donc uniquement pour les périodes en cours. En général, pour les périodes en entreprise, ils n'ont pas à déposer le justificatif puisque là, il est sous votre responsabilité et vous devez être au courant de son absence. Cependant, si le justificatif est sur une période importante, comme tout à l'heure, j'ai pu le voir dans les informations, il faut que le jeune, bien entendu, le dépose dans son livret. Donc, pour voir l'ensemble de ces absences déposées, il faut vous rendre dans le menu du Trinôme, cliquez sur calendrier de l'alternance, gestion des absences, listez les absences. Vous pourrez retrouver l'ensemble des absences de vos apprentis ainsi que le justificatif qu'il aura déposé. Voilà. Donc, ces justificatifs sont validés par ou le secrétariat pédagogique ou le CFA et ils sont du coup disponibles pour que vous puissiez vérifier les absences du jeune. Ils ont donc l'obligation de nous avertir des absences en cours. Pour un petit rappel, le CFA est un CFA hors mur. Nous n'avons pas les jeunes dans notre structure, donc il est très difficile pour le CFA d'identifier les jeunes qui ne sont pas en cours. Si les équipes pédagogiques et si le jeune ne nous avertit pas, malheureusement, nous ne le savons pas. Donc, les jeunes ont l'obligation de déposer les justificatifs d'absence et les secrétariats pédagogiques doivent nous avertir de ces absences en cours. Donc, on va faire un petit point sur le contrôle des présences. Donc, l'apprenti, il est avant tout salarié de son entreprise et à ce titre, il a une obligation de présence à tous les enseignements. Il doit satisfaire aux exigences de contrôle des présences mises en place dans chaque formation, donc les pointages où ils doivent signer une feuille d'émargement. En cas d'absence non justifiée, il faut qu'ils produisent normalement un justificatif et s'ils n'ont pas produit de justificatif, vous, en tant qu'employeur, vous pourrez le retenir sa journée de salaire. Il faut savoir aussi qu'on peut avoir des contrôles des financeurs. Donc, qui sont les financeurs? C'est les opérateurs de compétences. Et si nous ne sommes pas en mesure de produire les justificatifs des heures passées en formation, peut-être que à l'avenir, ils pourront du coup ne pas financer les formations. Donc, c'est pour ça qu'on insiste sur ces absences, ces présences, voilà, parce que derrière, il y a des financements et du coup, le jeune se doit d'être assidu en cours. Des feuilles d'émargement selon le modèle du CFA sont également à disposition des équipes pédagogiques, hein, donc dans différents cas, s'il n'existe pas de dispositif de pointage sur le lieu de formation, si le dispositif est en panne, si l'apprenti également il suit des enseignements sur un autre lieu qui n'est pas équipé de badges, si par exemple ils font des sorties à l'extérieur hein, et si il oublie sa carte. En cas de perte de vol, voilà, il pourra prendre la feuille type qui se trouve sur le Studéa et faire signer une feuille à chaque fois qu'il va en cours. Donc, l'émargement sur feuille de présence est contresigné forcément par un enseignant et le jeune doit importer dans son livret la feuille de la journée pour laquelle, par exemple, il n'aurait pas pu pointer. Toutes les heures de formation, y compris les heures de projet tutoré, doivent être justifiées sur le site de formation à raison de 35 heures par semaine. En cas d'annulation d'un ou plusieurs enseignements, l'apprenti doit rester sur le site de formation, à moins que le reste de la semaine soit équivalent à 35 heures. Mais si une journée complète d'enseignement est annulée, l'apprenti doit contacter son employeur en fonction de l'éloignement géographique et il doit soit aller sur son lieu de travail, soit effectuer une mission confiée en distanciel lorsque c'est possible,
Et en cas d'impossibilité, l'apprenti doit se rendre sur le lieu de formation et étudier, réviser ou préparer ses examens et sa soutenance. Avec l'accord de l'employeur, les temps d'auto-formation, de révision, de formation à distance sont possibles et l'accord écrit de l'employeur sera déposé dans le livret numérique d'alternance Studéa. Voilà. Mais ils doivent obligatoirement avoir un écrit de votre part. Donc, si vous avez des questions, on l'a déjà dit tout à l'heure, mais sur le site du CFA, il existe une foire aux questions qui va reprendre les généralités de l'apprentissage, les droits, les devoirs, l'assiduité. Voilà, vous allez trouver énormément d'informations. Donc, on vous conseille, avant de nous envoyer des mails, de consulter cette foire aux questions. Et si vous avez notamment des soucis dans différents domaines, vous pouvez retrouver l'adresse mail des gestionnaires du CFA qui pourront prendre le relais sur les différentes questions, notamment en rapport avec le contrat d'apprentissage. Les développeurs sont là plutôt en amont de la phase de contractualisation du contrat. Et ensuite, si vous avez des soucis de connexion avec la plateforme Studéa, il existe également l'adresse d'assistance Studéa et on pourra répondre à vos difficultés rencontrées sur cette plateforme. Voilà. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, on remercie Blandine et Emmanuel qui ont pu répondre à vos différentes questions et du coup, on va pouvoir prendre le relais sur les questions qui n'auront pas été traitées. Je ne sais pas trop où on en est, du coup. Alors, là, ça s'enchaîne. Ok, merci surtout. Si jamais voilà, on n'a pas répondu à vos questions, n'hésitez pas à la republier. Hein. Nous allons du coup prendre le relais. On va pouvoir vous répondre directement. Voilà, n'hésitez pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'occasion d'échanger avec vous. Hein. Donc, c'est vraiment le moment. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, le support, le fait que vous ayez été inscrit en fait au webinaire, vous allez recevoir un mail et vous aurez un lien qui vous permettra de retourner sur la présentation enregistrée. Et également, nous allons le mettre à disposition dans le menu aide du Studéa. Comme ça, vous pourrez aussi également le télécharger et il sera à votre disposition. Ouais, ça va vite là. Je trouve la fiche d'émargement évoquée. La fiche d'émargement, elle est sur le livret. Oui, elle est à droite des questionnaires. Elle se situe à la droite des questionnaires du livret Studéa. Un étudiant peut-il poser des congés entreprises pendant sa période scolaire? Ben non, puisque s'il pose des congés, les cours vont continuer sur lui et il va être pénalisé. Ça fait partie des choses qui sont définies dès le départ, les conditions à respecter. L'apprenti pose ses congés lorsqu'il est sur du temps entreprise et pas sur du temps formation. Il y a des questions congés, révision. Donc, les congés pour révision, les apprentis ont droit à 5 jours de congés pour révision qui doit être pris dans le mois qui précède les examens. Et bien entendu, il faut que vous donniez votre accord pour qu'ils puissent les poser dans le mois qui précède l'examen. Il peut être possible de le morceler, ouais, tout à fait. Ça veut dire que si l'apprenti a 2 périodes d'examen, une au premier trimestre et une au deuxième, il pourra, s'il le souhaite et avec votre accord, poser 3 jours sur la première personne et garder 2 jours peut-être pour préparer sa soutenance. Et également, c'est 5 jours pour la durée du contrat. C'est-à-dire que si votre apprenti est sur un contrat de 2 ans, il n'a pas 5 jours la première année et 5 jours la deuxième année. Il y a uniquement 5 jours, parce que l'idée, c'est de préparer les examens finaux. Voilà. Et oui, c'est 5 jours de plus que ce que les congés payés donnés par l'entreprise. Monsieur Mazouillet, oui. Ce sont des jours qui sont prévus dans le Code du travail. Ça s'appelle congé révision. Alors, y a-t-il des dispositifs pour aider les clients à trouver un logement? Donc, c'est vrai que les dispositifs, il n'y en a pas beaucoup. Pour les apprentis ici à Montpellier, il y a le Crous. On a un partenariat avec le Crous pour la résidence Sud Alternance. Donc, il y a 100 logements pour les apprentis avec des critères d'attribution, bien entendu. Donc, ça, on leur a communiqué en début d'année. Et après, au niveau des aides, ils ont droit aux APL et à l'aide Mobilier Jeune. Donc, l'APL et l'aide Mobilier Jeune sont cumulables. Il faut qu'ils en fassent la demande auprès des différents, par exemple,
le 1% patronal, hein, par le biais de ça, ils pourront y avoir droit. Bien entendu, ça veut dire que les apprentis qui sont dans le public, malheureusement, ils n'ont pas droit à l'aide Mobilité Jeune, hein, puisque c'est financé par les employeurs privés. Voilà. Malheureusement, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de dispositifs. Après, les jeunes, il faut qu'ils se retournent un petit peu auprès du Crous ou auprès des bourses au logement. C'est vrai qu'en début d'année, il y a beaucoup d'informations. Ils ont des informations des universités à ce sujet-là. Alors, l'aide va-t-elle être reconduite en 2024 ? J'imagine que vous parlez de l'aide de l'État des 6 000 €. Non, a priori, oui, jusqu'à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Mais après, on est comme vous, on attend chaque fois confirmation de la prolongation de cette aide. Et concernant le télétravail, Christelle l'a évoqué tout à l'heure. Oui, le télétravail sur les temps, alors autant sur les temps d'entreprise que sur les temps de formation d'ailleurs est possible. Sur les temps d'entreprise, vous le gérez comme vous le souhaitez. Sur les temps de formation, il faut que ce soit formalisé, qu'il y ait un écrit qui dit bien que quand votre apprenti est en temps d'auto-formation, c'est-à-dire sur les 35 heures qu'il est censé faire en formation, il n'a pas d'enseignement, vous pouvez lui donner la possibilité de télétravailler, donc d'aller travailler à son domicile ou sur un autre lieu. Ce qui est important pour nous, c'est qu'il y ait un écrit et que cet écrit soit déposé sur son livret électronique pour que tout le monde y ait accès. Voilà, mais qu'on sache que vous lui avez donné cet accord-là. Il y a une question à qui s'adresse-t-on pour utiliser l'apprenti pendant la période de formation. Donc, si vous avez des demandes sur des jours où l'apprenti est en formation, il faut en faire la demande auprès du responsable pédagogique ou auprès du tuteur, hein, qui fera le lien avec le responsable, parce que c'est eux les seuls garants de la formation et nous, on est juste un relais à ce niveau-là. Et donc, il faut son accord, bien entendu, il faut que ça soit ponctuel, il ne faut pas que ça soit une demande récurrente, hein, le responsable peut bien entendu donner son accord pour qu'un jour soit octroyé en entreprise si, par exemple, il a un dossier à rendre et que c'est important qu'il soit là. Ça, une formation. Oui, voilà. Les sollicitations qu'on a souvent, c'est une formation qui est donnée à tous les salariés et vous souhaitez que l'apprenti participe ou des gros salons aussi professionnels auxquels vous voulez l'associer, mais il faut vraiment que ce soit quelque chose d'important et qui ne le pénalise pas au niveau de sa formation. Alors, comment on est au courant de son emploi du temps ou de l'absence de cours en semaine? Donc, normalement, pas l'emploi du temps, mais le calendrier de l'alternance a été normalement communiqué aux équipes qui ont rédigé les contrats. Donc, normalement, il doit être à disposition dans l'entreprise. Vous pouvez très bien entendu le demander à votre jeune. Et là, le CFA est en train de les déposer dans les échanges de documents dans le livret numérique. Donc, si vous ne l'avez pas encore, c'est qu'il va bientôt d'être déposé. Mais vous pouvez les demander. Après, l'emploi du temps, nous, malheureusement, on n'a pas accès aux emplois du temps des étudiants. Donc, vous pouvez demander aux jeunes son emploi du temps. Et s'il a été absent et qu'il est soumis au dispositif de pointage, vous pourrez vérifier les pointages sur, comme on l'a dit tout à l'heure, sur le livret numérique. C'est le tuteur pédagogique qui initie l'entretien d'installation. Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, concernant l'entretien d'installation, c'est le tuteur pédagogique qui doit solliciter un rendez-vous avec vous, maître d'apprentissage et l'apprenti, pour justement compléter cet entretien d'installation. Si vous constatez à cette époque de l'année que vous n'avez pas encore, enfin en tout cas qu'il n'y a pas eu encore de tuteur pédagogique qui a été désigné, rapprochez-vous de votre apprenti afin qu'il voie lui avec son responsable pour savoir l'explication et probablement que ça va être incessamment sous peu, c'est peut-être juste un oubli de sa part. Pareil pour le calendrier, là quelqu'un disait que le calendrier n'était pas sur dans mon espace Studéa, le calendrier est vierge. Dans mon espace Studéa, le calendrier est vierge, le pointage a été fait uniquement. Alors là, comme je vous l'ai dit, on a une personne qui est en train de rentrer tous les calendriers. C'est quand même assez long à faire, donc c'est peut-être pour ça que vous ne le voyez pas. Donc ça, on pourra vous le communiquer si vous le souhaitez. S'il n'y a rien dans la liste des absents, c'est que probablement votre apprenti n'a pas été absent. Voilà. Et après, s'il y a bien des pointages, vous pouvez vérifier du coup les pointages qu'il aura fait pendant cette période, entre le 15 et le 24 novembre, c'était que forcément ça devait être une période de cours et que du coup il a pointé pendant cette période-là. Alors, on a une question, bonjour, j'ai dû rater l'information, comment puis-je créer mon espace Studéa? Alors, c'est vrai qu'on l'a vu un petit peu plus tôt.
Non, Monsieur Béranger, vous êtes censé avoir reçu des informations de connexion. Si vous ne les avez pas reçues, vous pouvez cliquer sur le lien que Madame Pitié vient de mettre. En cliquant sur je n'arrive pas à m'identifier, vous pourrez alors mettre votre adresse mail et vous allez du coup recevoir des informations de connexion pour vous connecter à la plateforme. Voilà, vous n'avez pas d'inscription à faire au préalable. Si vous êtes bien rattaché à l'apprenti, normalement, il n'y aura pas de souci, vous allez recevoir vos informations de connexion. Alors ça, la participation au jury d'examen, Monsieur Blérac, c'est propre à chaque formation en fait. Tout à fait. Certains y associent les maîtres d'apprentissage, d'autres leur demandent juste une évaluation, mais voilà, il n'y a pas forcément une présence des maîtres d'apprentissage à tous les jurys d'examen, donc on peut difficilement nous vous répondre. Peut-être vous rapprocher de votre apprenti et qu'il en fasse la demande au niveau de la formation, si vous souhaitez être informé le plus tôt possible pour peut-être vous organiser aussi. Je sais pas ce qu'on a fait. Ouais. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tout. On va du coup conclure ce webinaire. On vous remercie d'avoir été nombreux à participer à ce webinaire. On vous remercie. Il faut savoir que si vous êtes inscrit, vous pourrez revoir le replay de ce webinaire par la suite. Et nous allons également le mettre à disposition sur le site internet du CFA pour les personnes qui n'auraient pas pu s'inscrire et qui n'auraient pas pu le voir. Comme ça, il sera à disposition. Et comme l'a dit ma Blandine Pitié aussi, n'hésitez surtout pas à aller sur notre foire aux questions. Vous avez vraiment énormément de réponses sur le déroulé du contrat, sur les aides pour les apprentis. Enfin, vraiment, on a essayé d'être le plus exhaustif possible. Voilà, pour que vous soyez aussi un peu indépendant sans avoir besoin de toujours nous solliciter directement pour avoir les réponses à vos questions. Et, je pense que c'est tout. Merci beaucoup et au revoir et bon après-midi.